en partenariat avec la FJE, nous avons présenté ce matin une conférence de la Vogel Academy consacrée au droit de la distribution et plus particulièrement à la nouvelle donne en matière de droit de la distribution. Nouvelle donne qui est effective en matière d'entrée dans le réseau, en matière de vie du réseau et en matière de réorganisation du réseau. Donc nous avons couvert tous les domaines de la conclusion du contrat, de la vie du contrat et de la fin du contrat pour les juristes de la FJE. Alors la leçon qu'on peut en tirer, c'est qu'il faut à tout prix que les juristes participent aux réformes du droit des contrats, que notre droit devienne plus efficient, plus moderne, et il faut également à tout prix que les juristes d'entreprise trouvent une place plus importante dans les décisions prises par les entreprises, participent au comité de direction, en raison de la complexité de toutes ces règles, de toute la jurisprudence qu'on a vu ce matin étudier, dont on a vu que c'était vraiment une nouvelle donne pour les entreprises. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux ce matin et merci à la FJE avec qui nous avons toujours plaisir de collaborer. Alors avec la FJE, au départ, on avait intitulé cette conférence « Actualité du droit à la distribution ». Mais quand les gens de la FJE ont vu les thèmes et ceux dont on allait parler, ils nous ont dit c'est plus de l'actualité, c'est une nouvelle donne. Et puis parce qu'il y a tellement de changements que les cartes sont rebattues. Et puis on a trouvé que le titre était aussi plus accrocheur. Donc c'est pour ça qu'on va vous parler de la nouvelle donne en matière de réseau et de contrats de distribution. Alors nouvelle donne, il y a une nouvelle donne effectivement sur trois grands points. L'accès au réseau, là je pense que les règles ont vraiment beaucoup changé, et il faut vraiment les connaître. La vie du réseau et la sortie du réseau, ça correspond à la naissance du contrat, à la vie du contrat et la fin du contrat. Alors qu'est-ce qu'on peut dire en introduction? D'abord, c'est que ce droit, c'est un droit en mutation permanente qui offre des choix multiples aux opérateurs. Le point un peu négatif, c'est que le droit français est devenu beaucoup moins compétitif par rapport au droit étranger. C'est un peu l'évolution de ces dernières années. Alors un droit en mutation permanente parce qu'on a des changements qui nous viennent à la fois des règles nationales et des règles européennes, et on a des changements qui nous viennent en fait à la fois du droit des contrats et du droit de la concurrence. Le droit de la distribution, c'est vraiment un droit à la croisée des disciplines et qui est donc tributaire des changements dans toutes ces disciplines. Alors, droit en mutation permanente au niveau français, parce qu'on a vraiment une inflation législative. On vous a mis un peu les derniers textes qui ont influencé les contrats de distribution. Vous avez la loi Hamon en 2014, la loi Macron en 2015, la réforme du droit des contrats, c'est l'ordonnance de mars 2016, la loi Sapin II, la loi de ratification de l'ordonnance qui a changé le droit des contrats, qui a encore changé la réforme du droit des contrats, et vous avez toutes sortes de courants jurisprudentiels et de doctrines administratives qui viennent apporter des changements. Alors c'est pas fini puisque la loi EGalim ou EGA, Agriculture Alimentation, vient d'être adoptée le 30 octobre et elle va également modifier le droit de la distribution. Elle va rendre, alors certes elle renvoie à des ordonnances, donc c'est pas encore entré en vigueur, mais ces ordonnances, on en voit déjà un peu la couleur, ça va aboutir à plus de formalisme pour les conventions uniques, les CGV, et ça va aboutir à une grande réforme du titre 4 du livre 4 du Code de commerce, donc notamment de l'article L442-6, qui comprend une vingtaine de règles qui s'appliquent en matière de distribution. En droit européen, il y a des réformes en cours également, puisque le règlement restriction verticale, qui gouverne tout le droit, tous les contrats de distribution, va arriver à son échéance en 2022, et la Commission a lancé le 8 novembre une première consultation, ce qu'ils appellent une roadmap, pour connaître l'avis des professionnels. Et le premier délai de réponse, c'est aujourd'hui, donc ce soir. Et il n'y a pas encore beaucoup de réponses. Pour l'instant, il y a une dizaine de réponses sur le site de la Commission. On a répondu naturellement. Et les réponses sont à 80% des réponses de distributeurs en réseau, donc de concessionnaires, de distributeurs sélectifs,
les fournisseurs n'ont quasiment pas répondu. Il y aura une deuxième consultation plus importante le premier trimestre 2019, et après il y aura tout un mécanisme de mise au point du nouveau règlement qui sera très important, puisqu'il faudra décider notamment est-ce qu'on maintient le critère du point de vente physique pour autoriser la vente sur Internet des distributeurs. Alors tout ça, ce droit, il offre une large palette de solutions, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est le café du coin qui est lié par un contrat d'approvisionnement exclusif avec un entrepositeur grossiste ou une marque de bière, au plus compliqué, un contrat de franchise compliqué avec du savoir-faire. Alors, je vous ai dit que notre droit devenait un peu moins compétitif, surtout depuis la réforme du droit des contrats. Parce que c'est vrai que notre droit est devenu moins lisible, plus incertain, plus complexe avec la réforme, et que pendant 5 ans au moins, on va avoir toutes sortes de divergences d'interprétation, notamment sur l'application du nouveau droit des contrats aux contrats de distribution. La réforme du droit des contrats, elle va poser des problèmes au réseau parce qu'elle est plutôt orientée sur la protection de la partie faible. Et par conséquent, dans un réseau de distribution, il y a toujours une partie qui est supposée faible, soit le fournisseur, soit le distributeur. Et ce nouveau droit donc, va amener sans doute plus d'incertitudes, notamment sur qu'est-ce qu'on va entendre par dépendance, puisque le nouveau droit des contrats considère qu'un abus d'un état de dépendance, pas d'un état de dépendance économique, mais d'un état de dépendance tout court, peut conduire à la nullité du contrat. La bonne foi est beaucoup plus importante, les pouvoirs du juge de révision du contrat sont plus importants, les obligations du fournisseur, notamment en matière de prix, sont plus importantes. Enfin, tout ça rend le droit français des contrats de distribution plus complexe à gérer et peut-être moins compétitif que les droits étrangers en matière de liberté du fournisseur. Alors, notre droit est devenu moins attractif à deux titres. D'abord, un fournisseur étranger qui veut travailler en France, en général, n'adoptera plus jamais le droit français. Il adoptera son propre droit et attribuera compétence à ses propres tribunaux. Bon, c'était déjà souvent le cas, mais ça le sera encore plus dans le futur qu'aujourd'hui. Mais ce qui est plus grave, c'est que les fournisseurs français qui ont des réseaux à l'étranger ont de plus en plus de mal à adopter le droit français pour gouverner leurs contrats de distribution à l'étranger. Un fournisseur français qui vend, je ne sais pas, en Égypte, en Croatie, etc., pour l'instant, en général, il prend le droit français pour gouverner ses contrats. Le problème, c'est que le droit français, avec notamment toute la protection de la partie faible et notamment les délais de préavis, pose problème. Donc, les fournisseurs français sont tous en train de se demander est-ce qu'il ne faut pas recourir à un autre droit, droit suisse, droit anglais, etc. Une solution pourrait être, comme ont fait les Belges, de limiter la protection du droit français aux contrats de distribution qui ont un effet en France et pas aux contrats de distribution hors France. Ça, c'est le droit belge, par exemple, de la protection des concessionnaires exclusifs. En principe, à 95%, la jurisprudence belge ne l'applique pas en dehors de Belgique. Par exemple, un fournisseur de chocolat belge qui est un distributeur en France, contrat soumis au droit belge, le concessionnaire français ne bénéficie pas en principe de la protection du droit belge de la concession exclusive. Enfin, tout ça montre bien que notre droit est devenu trop protecteur. Alors, on commence tout de suite par la nouvelle donne en matière d'accès au réseau. Alors ça, je pense que là, on peut vraiment parler de nouvelle donne, et sur deux points importants. C'est l'accès au réseau d'un candidat. Est-ce qu'on a le droit, de façon générale, de refuser l'accès, ou est-ce qu'on est obligé d'autoriser l'accès? Alors ça, c'est une question extrêmement importante. Alors, elle se pose dans beaucoup de pays. Dans tous les grands pays occidentaux, la question s'est posée, et la réponse est très différente. Aux États-Unis, on a, depuis quasiment un siècle, la Cour suprême a inventé ce qu'on a appelé la doctrine Colgate, c'est-à-dire qu'on considère que
la décision du fournisseur de refuser l'accès est une décision unilatérale et qu'un fournisseur peut très bien refuser l'accès d'un distributeur qui pratique du discount. Donc, vous voyez, et ça existe aux États-Unis depuis quasiment 100 ans. En Allemagne, la jurisprudence allemande a toujours considéré que c'est pas parce qu'un candidat critique les conditions qualitatives du réseau que ça lui donne un droit d'accès. Il considère que c'est peut-être un problème de concurrence, mais qu'il n'y a pas de droit subjectif du candidat à accéder au réseau. Et en Allemagne, il y a des développements très intéressants de la Cour de cassation allemande qui considère par exemple que quelqu'un qui se porte candidat, un réparateur agréé, qui se porte candidat à devenir réparateur agréé d'une marque, de camion, il importe peu que la marque de camion ait une part de marché très importante sur ses propres pièces de rechange, 50% par exemple. C'est pas ça le marché pertinent. Le marché pertinent, c'est le marché de l'offre et de la demande de contrats de réparation. Donc c'est un marché amont. Et sur ce marché amont, la Cour de cassation allemande a considéré par exemple qu'une marque comme MAN, c'était une marque parmi 100 marques automobiles, de voitures ou de camions. Et que le réparateur, il pouvait devenir réparateur de n'importe quelle marque de voiture ou de camion. Par conséquent, le refus d'accès éventuel, c'est le refus d'accès de quelqu'un qui contrôle 1% du marché, 1% des contrats. Et donc, il ne pose aucun problème. Ils ont légèrement changé leur jurisprudence récemment dans un arrêt Jaguar, qui est un peu moins bon, où ils considèrent qu'il faut quand même se poser la question de savoir est-ce qu'un réparateur de Jaguar peut devenir réparateur Renault. C'est-à-dire, est-ce que pour les marques premium, la réparation de marques premium n'est-elle pas les contrats de réparation de marques premium ne sont-ils pas un marché en soi? Alors, on essaye, nous, en France, d'acclimater un peu cette jurisprudence. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas parce qu'on l'invoque souvent à titre infiniment subsidiaire et on n'en arrive pas encore à ces discussions. Alors, en France, qu'est-ce qui a changé? Il y a un changement très important parce qu'en France, traditionnellement, nous considérions autrefois qu'un candidat à un réseau de distribution qui en remplissait a priori les conditions, devait automatiquement intégrer ce réseau et qu'on ne pouvait pas refuser l'accès, ou quasiment pas. Ça, c'était le droit positif encore il y a une dizaine d'années. Pourquoi on avait et on était quasiment le seul pays d'Europe à avoir cette conception. Pourquoi on avait cette conception? Parce que chez nous, on avait traditionnellement une interdiction du refus de vente. Qui dit refus de vente, interdiction du refus de vente, jusqu'en 1996, c'est pas seulement le refus de vendre, mais c'est également le refus de laisser quelqu'un entrer dans un réseau qui permet de vendre. Donc, pour refuser l'accès, il fallait avoir des motifs légitimes, assez compliqués. Le refus de vente a été supprimé en 1996 par la loi Galland, mais après, les candidats se sont rabattus sur l'interdiction en droit français des pratiques discriminatoires entre professionnels. On n'avait pas le droit, en droit français, de traiter différemment deux personnes dans la même situation. Donc un candidat à l'entrée dans un réseau disait « Vous avez laissé entrer A, mon voisin, pourquoi pas moi? Je suis même meilleur que lui, laissez-moi entrer dans votre réseau exclusif ou sélectif. » Et après, il y avait le droit de la concurrence, tel qu'on l'interprétait en France. On disait, vous avez un réseau de distribution sélective qualitative, fondé sur des critères qualitatifs, mais moi je remplis vos critères. Si vous ne me laissez pas rentrer dans votre réseau, c'est une entente. Donc les candidats à l'accès au réseau avaient toute une panoplie pour forcer l'accès et pour devenir distributeurs, même si la tête de réseau n'avait aucune envie de traiter avec eux. Donc ça, c'était le droit traditionnel, dans lequel... Ce qui est important, c'est que les juges qui jugent les affaires ont quand même été formés dans ce droit. Donc il en reste toujours quelque chose dans leur esprit. Alors il y a eu une évolution progressive. On a commencé à accepter qu'en distribution exclusive, on ait le droit de retenir un seul candidat par territoire. Et que si on avait plusieurs candidatures,
3 candidats, on retenait celui qui plaisait le plus au fournisseur. Et que même si un candidat peut-être se disait meilleur qu'un autre, meilleur en capacité financière, en savoir-faire, en expérience, le fournisseur n'était pas obligé de retenir le meilleur. Il retenait celui qui lui plaisait, parce que le contrat est intuitu personné, en distribution exclusive, je choisis qui je veux. Seule exception, si j'ai moi-même posé des critères, si j'ai dit je retiens des distributeurs exclusifs, mais je veux qu'ils satisfassent à certaines conditions qualitatives, comme je me suis donné à moi-même des règles, il faut que je les applique. Mais la Cour de cassation a retenu donc une liberté de choix. Ça s'est fait progressivement, des arrêts de 98 et 2011, arrêt General Motors. Après, ça a continué à évoluer en distribution sélective, qualitative et quantitative. Alors là, la distribution sélective, qualitative et quantitative, ça consiste à dire je retiens, je vends uniquement à des distributeurs qui remplissent certains critères qualitatifs, et en plus, je dis que j'en limite le nombre. Par exemple, je suis Mercedes-Benz, je dis que pour la France, il me faut 150 concessionnaires, et je veux qu'ils soient à 150 endroits en France. Enfin, j'en veux 10 à Paris, 5 à Marseille, 2 à Strasbourg. C'est mon critère quantitatif, j'ai moins de 30% de part de marché, aucun problème. Alors, ça a été très critiqué en France par des candidats à l'accès au réseau qui ont dit, par exemple, lorsqu'ils étaient résiliés à un endroit, ils ont reposé leur candidature. Et ils ont dit à Mercedes ou à Land Rover, moi j'étais concessionnaire à Périgueux, je remplis toujours les critères qualitatifs, je veux redevenir, vous m'avez résilié légitimement, enfin régulièrement avec un préavis de 2 ans, mais à la fin du préavis, moi je repose ma candidature et j'étais concessionnaire, il n'y a aucune raison que je ne le sois plus. Les marques ont dit, mais moi j'ai plus personne à Périgueux, j'ai supprimé le point de vente, j'ai réduit mon critère quantitatif, il était de 150, maintenant il est de 149. Et à Périgueux, il n'y a plus personne. Donc là, les candidats ont fait valoir que c'était anormal et qu'il n'y avait aucune raison pour qu'il n'y ait pas de concessionnaire à Périgueux. Et qu'il fallait que Land Rover, en l'espèce, justifie pourquoi elle n'avait plus de concessionnaire à Périgueux. Donc la question s'est posée de savoir, est-ce que le candidat peut demander au fournisseur de justifier la légitimité du bien fondé de son critère quantitatif. En France, la jurisprudence a varié dans les deux sens. Certaines cours d'appel disaient « Non, non, c'est le concédant qui fixe son critère quantitatif, c'est lui qui prend des risques, c'est la marque qui définit son positionnement et sa dimension géographique. » Et d'autres disaient « Non, non, il faut que la marque justifie, elle a la charge de la preuve de dire pourquoi elle a tel ou tel critère quantitatif. Est-ce que c'est par zone de 500 000 habitants, etc., etc. Et si elle déroge quelque part à sa règle, si dans les Alpes, par exemple, elle le fait par vallée, il faut qu'elle me justifie que dans une vallée, il y a un concessionnaire et pas dans l'autre. Ou bien qu'elle me justifie pourquoi en Corse, il y a un concessionnaire, bien qu'il n'y ait pas 500 000 habitants. Alors, ce débat, il est arrivé à la Cour de cassation. À la Cour de cassation, le rapporteur et l'avocat général ont considéré que les marques devaient justifier leurs critères. La Cour de cassation, considérant qu'il y avait une divergence jurisprudentielle énorme, a posé une question à la Cour de justice, et la Cour de justice a répondu dans un arrêt Jaguar Land Rover, mais qui s'appliquait à la marque Land Rover en l'espèce, que dans un système de sélection quantitative, de distribution sélective quantitative, la seule obligation du fournisseur était d'avoir des critères définis, mais qu'il n'avait en aucun cas à justifier du bien fondé, de la justification économique de son critère. Il choisit le critère qu'il veut. C'est tout à fait normal. Si Jaguar décide d'avoir 5 distributeurs, elle en a 5. Si elle décide d'en avoir 150, elle en a 150. C'est sa politique de marque. Alors, ça c'était l'état de la jurisprudence, vous voyez, qui donne plus de liberté aux fournisseurs. Et depuis à peu près 2015, on est allé plus loin encore, au moins devant les juridictions judiciaires françaises. On considère maintenant, dans les procès
devant des juridictions commerciales ou des cours d'appel que le fournisseur a le droit de refuser l'agrément, même à quelqu'un qui remplit les critères du réseau. Donc même quelqu'un qui remplit les critères, par exemple qualitatifs, si je n'ai pas envie de traiter avec lui, je peux le faire. Alors c'est encore un peu dangereux, hein, mais ça commence à être admis. Alors pourquoi est-ce que ça a changé? Devant les tribunaux, d'abord les juges admettent le fait qu'il n'y a plus d'interdiction du refus de vente, il n'y a plus d'interdiction des pratiques discriminatoires, donc il n'y a plus aucune règle de droit national sur les pratiques restrictives qui impose de prendre quelqu'un si on n'en veut pas. Ensuite, le droit des contrats, il offre une grande liberté. Parce que notre droit des contrats proclame la liberté contractuelle, il interdit les contrats perpétuels. Donc les juges disent, si quelqu'un remplit toujours les critères, et s'il repose sans arrêt sa candidature, si je suis obligé de reprendre, ça équivaut à un contrat perpétuel. Ça va trop loin. Il faut que je laisse, au nom du droit des contrats, vous ne pouvez pas me demander d'obliger le fournisseur à réagréer indéfiniment quelqu'un. Et puis, le candidat invoque l'article 1382, mais la jurisprudence dit, si ce n'est plus une faute de refuser de vendre ou de faire des pratiques discriminatoires, ça ne peut pas être une faute au sens de 1382. Donc, excite le droit des pratiques restrictives, excite le droit des contrats, excite le droit de la responsabilité délictuelle. Il reste le droit de la concurrence. Et là, l'argument maintenant qui marche, c'est de considérer qu'un refus d'agrément, ce n'est pas une entente. Un refus d'agrément, c'est une décision unilatérale du fournisseur qui, tout seul, considère que c'est son intérêt de refuser. Mais il ne s'est pas mis d'accord avec quelqu'un pour refuser. Alors naturellement, si dans le dossier, il y a une lettre du concessionnaire voisin à son fournisseur qui lui dit « Surtout, refuse la candidature de Y parce que sinon il va me polluer le territoire », là, ça redevient une entente. En revanche, si c'est une décision unilatérale, en principe, ça ne relève pas du droit des ententes. Et souvent également, les juges, maintenant, la Cour d'appel de Paris dit, et en plus, un refus d'agrément opposé à Périgueux, ça n'a pas d'effet anticoncurrentiel sur le marché français ou une partie substantielle du marché français. Alors maintenant, dans les procès, il y a deux cas. Il y a le cas facile et le cas difficile. Le cas facile, c'est si le fournisseur a moins de 30% de part de marché. Parce que là, il a une panoplie d'arguments. Il peut dire, il a tous les arguments de droit civil, de droit des contrats, et en droit de la concurrence, il peut dire c'est un acte unilatéral, et en droit de la concurrence, il peut dire aussi, de toute façon, même si ça relevait du droit des ententes, mon refus d'agrément, c'est pas grave, parce que j'ai moins de 30% de part de marché, donc tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, exempté de plein droit, et un comportement même discriminatoire en dessous de 30% de part de marché est exempté de plein droit. Pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence française, les pratiques discriminatoires en dessous de 30% de part de marché sont exemptées par le règlement restriction verticale. Et la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris est également en ce sens. Donc, je n'ai pas de problème de concurrence si j'ai moins de 30% de part de marché. Cas plus difficile, si j'ai plus que 30% de part de marché. Alors là, c'est un peu plus compliqué, parce que je ne peux pas me prévaloir de l'exemption par catégorie. Donc je ne peux pas dire pratiques discriminatoires, elles sont exemptées de plein droit, ce n'est pas une clause noire, pas une clause rouge, etc. C'est un peu plus difficile, mais ce n'est pas impossible. Là, il faut que je fasse valoir que ça reste un acte unilatéral, et que pour qu'il y ait entente, il faut un accord de volonté, et que là, il n'y a pas d'accord de volonté. On a un peu de jurisprudence en ce sens, on a des arrêts de la Cour de justice, arrêt Volkswagen, qui dit que pour qu'il y ait une entente, il faut vraiment un concours de volonté, même dans un réseau de distribution. On a un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui est très bien de 2017, Jean-Charles Nachi, autodiffusion, le refus d'agréer un candidat, même remplissant les critères de sélection, n'est pas une entente, c'est un acte unilatéral. On a une demi-douzaine de jugements du tribunal de commerce de Paris, rendus en général à propos d'affaires automobiles, puisque ce sont, en matière automobile, en matière de réparation, c'est de la distribution sélective purement qualitative.
Donc vous avez des jugements Mercedes, Hyundai, Mazda, etc., qui sont très bien motivés. Il y a aussi des décisions en matière d'horlogerie, mais elles sont moins décisives parce qu'en matière d'horlogerie, on considère qu'il y a un marché général de la montre, de la vente et de la réparation. Donc c'est plus facile de dire qu'on a moins de 30% de part de marché. En matière automobile, comme on dit qu'il y a un marché de la réparation automobile, où les marques ont plus que 30% de part de marché, on se retrouve dans la situation plus difficile à gérer. Donc, en principe, si vous êtes devant un juge judiciaire, pour l'instant, devant le tribunal de commerce et la cour d'appel de Paris, vous gagnez votre procès. Alors, est-ce que la discussion est totalement close? Non, pas encore. Parce que les autorités de concurrence, elles, sont un peu plus réticentes. Alors la Commission européenne, dans ses lignes directrices, a fait valoir que, en matière de distribution sélective purement qualitative, normalement, quelqu'un qui remplit les critères doit rentrer dans le réseau. Elle l'a dit à propos de réparations agréées dans le domaine automobile. C'est une position doctrinale, mais qui ne repose pas sur le règlement vertical, parce que dans le règlement vertical, nulle part il est écrit que si on a plus que 30% de part de marché en distribution sélective, il faut agréer tous ceux qui remplissent les critères. Ce n'est pas la définition de la distribution sélective. La définition de la distribution sélective, c'est simplement que je m'engage à vendre à des gens qui remplissent les critères. Mais il n'y a pas d'obligation d'agréer dans le règlement. L'autorité française se pose la question, il y a une plainte en cours à propos de refus d'agrément opposé à des candidats remplissant les critères au-dessus de 30% de part de marché. Donc on va voir ce que donne cette plainte. Et dans le cas de cette plainte, le fournisseur fait valoir qu'il a un millier de bonnes raisons de refuser de travailler avec ces candidats. Mauvaise performance passée, mauvaise situation financière, revente hors réseau par le passé, complicité de revente hors réseau, et qu'il ne s'est entendu avec personne pour les refuser, que c'est une décision unilatérale. Et que le nombre de refus reste limité, et donc il invoque également la jurisprudence Aiget-Telefunken de la Cour de justice qui dit que lorsque le nombre de refus demeure limité, ce n'est pas une pratique quantitative, et donc ce n'est pas une restriction quantitative à l'entrée dans le réseau. On va voir ce que ça va donner. Après, autre problème, c'est que la Cour de cassation ne s'est pas encore vraiment prononcée sur le sujet. La Cour de cassation, elle s'est prononcée sur des questions annexes. Elle a dit par exemple qu'on avait le droit de ne pas renouveler le contrat de quelqu'un qui remplit tous les critères de sélection. Mais le candidat avait fait l'erreur de ne pas poser sa candidature. Il avait dit simplement « Mon fournisseur n'a pas renouvelé mon contrat à durée déterminée, alors que je remplis tous les critères. » La Cour de cassation a dit « Il n'y a pas d'obligation de renouveler. » Mais elle a laissé ouverte la question d'un éventuel refus d'agrément. Donc elle ne s'est pas vraiment prononcée sur le refus d'agrément. Elle s'est prononcée sur le fait qu'on a le droit de refuser l'agrément d'un candidat qui pratique notamment une politique de discount agressive. On a l'impression qu'elle s'est convertie à la jurisprudence Colgate des États-Unis. Mais c'était un cas dans lequel le candidat vraiment accumulait les mauvais points. Donc on n'est pas encore sûr que la Cour de cassation accepterait un refus d'agrément pur et simple, unilatéral, en dehors des hypothèses de mauvais candidats. Donc ça, c'est un grand problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gens qui prennent le risque juridique, qui disent « je ne veux pas travailler avec telle personne, telle personne, telle personne, j'accepte le combat, le risque, et on y va ». Il y en a d'autres qui disent « bon, on va voir ce que font nos collègues, ce que ça donne, et puis on verra après, une fois que la Cour de cassation ou l'autorité de la concurrence seront prononcées. » Alors je pense qu'il faut, si vous décidez de refuser des candidats, bien entendu, vous pouvez dire j'ai le droit de refuser unilatéralement, ce n'est pas une entente, si vous avez plus que 30% de part de marché. Essayez quand même de bien bétonner votre dossier, essayez de trouver quand même des fautes de ce candidat. Essayez de trouver ses antécédents, surveillez son site internet, surveillez son compte Facebook. Vous trouverez des tas de choses
irrégulière qu'il risque de faire. Bâtissez un dossier, parce que si vous avez un dossier par lequel vous pouvez justifier votre refus d'agrément par des raisons qui vous sont propres, ça sera la preuve que ce n'est pas une entente, que c'est bien un comportement unilatéral. Évitez bien entendu tout accord avec un autre distributeur pour refuser l'agrément. Donc ça c'est une grande évolution, vous voyez, il y a même, on peut dire c'est un changement de paradigme par rapport à ce à quoi on était habitué en matière d'accès au réseau. Deuxième grande évolution en matière d'accès au réseau, c'est l'obligation d'information. Là, il y a du changement. Alors, et le changement, on n'en connaît pas encore exactement la portée. Alors, sur l'obligation d'information précontractuelle en matière de contrat de distribution, on a deux évolutions. On a d'abord un renforcement de l'obligation d'information précontractuelle au titre de la loi Dubin, donc ce qu'on appelle le document d'information précontractuelle qu'un fournisseur est obligé de faire en vertu de l'article 330-3 du Code de commerce, codifiant la loi Dubin. C'est-à-dire que si vous êtes fournisseur et que vous demandez à vos distributeurs un engagement d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, que vous leur demandez un engagement juridique d'exclusivité ou de quasi-exclusivité, et que vous mettez à leur disposition une marque, un nom commercial, une enseigne, et que ce contrat est conclu dans l'intérêt commun des deux parties, vous êtes obligé, 20 jours avant le contrat, de mettre à la disposition de votre candidat toute une panoplie, un document d'information précontractuelle, un DIP, réglementé par décret, avec des tas d'informations qui vont jusqu'aux coordonnées bancaires de 5 de vos banques, à vos marques, au nombre de distributeurs résiliés au cours des années précédentes, et ainsi de suite. Donc, ce texte existe naturellement toujours. Vous voyez tout ce qu'il faut donner, ça peut être des très gros documents. L'évolution, c'est que il y a, je trouve, une sévérité plus grande de la Cour de cassation et des cours d'appel sur ce qu'il faut donner, et également sur le fait que si vous donnez quelque chose que vous n'êtes pas obligé de donner, bah, tant pis pour vous, il faut que ça soit sincère et sérieux. Vous n'êtes pas obligé, au titre de la loi Dubin, de donner des comptes prévisionnels, mais si vous donnez des comptes prévisionnels à votre candidat, il faut quand même qu'il soit à peu près sérieux. Si, dans la réalité, il ne vend que 25% de ce que vous avez affiché dans le compte prévisionnel, vous avez de sérieuses chances qu'un juge considère que vous avez trompé votre candidat distributeur. Plus grande sévérité, donc, qu'on trouve vraiment dans les arrêts à la fois de la Cour de cassation et des cours d'appel. Autre sévérité, c'est que autrefois, il suffisait de marquer dans le contrat que le distributeur reconnaît avoir reçu l'information précontractuelle DIP, loi Dubin, 20 jours avant la signature du contrat. On a des arrêts qui disent c'est bon, il reconnaît l'avoir reçu, donc il est censé l'avoir reçu. Ça vaut preuve. Aujourd'hui, ça a changé. Il y a un arrêt de la Chambre commerciale du 10 janvier 2018 et un arrêt de la Cour d'appel de Paris, la 5-4. Donc la 5-4, c'est la Chambre de distribution de la Cour d'appel de Paris qui juge tous les jours d'affaires de distribution, qui nous disent non, cette mention dans le contrat attestant que le distributeur a reçu l'information précontractuelle, ça vaut rien. Il faut que vous nous montriez le document qui lui a été remis et que vous prouviez que ce document lui a été remis. Parce que la Cour d'appel de Paris dit « Mais comment vous voulez que je sache s'il a été informé réellement de l'état du marché? Il faut que j'aie le document. » La mention est insuffisante. Donc, grand changement. Autre changement, et là on ne sait pas trop ce que ça va donner, c'est l'obligation générale d'information précontractuelle résultant de l'ordonnance portant réforme du droit des contrats, qui s'applique à tous les contrats conclus à compter, donc tous les contrats de distribution notamment, conclus à compter du 1er octobre 2016. Elle prévoit une obligation d'information renforcée à caractère d'ordre public à la charge de la partie qui a connaissance d'informations déterminantes pour le consentement de son co-contractant. Ça ne porte pas cependant sur la valeur de la prestation. Alors, il y a des débats énormes
sur le fait de savoir ce que ça veut dire, et notamment en matière de franchise. Il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse de dire un candidat, à l'entrée dans un réseau, il peut bénéficier à la fois de la loi Doubin et du droit général. Et il se peut qu'au titre du droit général, il a droit à plus que la loi Doubin. Parce que la loi Doubin, c'est un florilège d'obligations d'information, mais il n'y a pas forcément toutes les informations déterminantes pour le candidat. On peut très bien considérer que le budget prévisionnel, le compte d'exploitation prévisionnel, c'est une information déterminante. Peut-être au titre du droit commun, ou d'autres choses. Donc ça, c'est une première thèse. Il y a une deuxième thèse qui dit non, le droit spécial déroge au droit général. Si je suis soumis à la loi Doubin, je ne suis pas soumis au droit général. Il y a un dossier complet de la revue de Dalloz, Agi Contrat d'avril 2017, où vous avez les deux thèses, ou même trois thèses, parce qu'il y a certaines nuances. Donc ça va être un débat. Et autre chose, c'est est-ce qu'il y a une obligation de se renseigner de la part de celui qui reçoit l'information? Est-ce que votre candidat, à l'entrée dans votre réseau, est-ce qu'il n'a pas une obligation, un devoir de se renseigner quand même un peu? Est-ce qu'il n'a pas un devoir de faire lui-même un compte prévisionnel? C'est un professionnel. Alors là, jusqu'à présent, dans le cas de la loi Doubin, on considérait quand même que le candidat non profane, professionnel, a un devoir de se renseigner. Donc il ne peut pas faire valoir que son consentement a nécessairement été vicié s'il n'a pas reçu une information. Ça dépend. Dans le droit général, on considère qu'il y a quand même un devoir de se renseigner de la part du candidat, puisqu'il y a marqué « le devoir bénéficie à celui qui, légitimement, ignore cette information ». Légitimement, on peut en déduire qu'il a quand même une obligation minimale de se renseigner. Mais il y a quand même une exception ou fait confiance à son co-contractant. En général, cette conjonction « ou » est interprétée par la doctrine en disant que si le candidat fait confiance au fournisseur, il n'a pas d'obligation de se renseigner. Dans les contrats de confiance, il n'y a pas d'obligation de se renseigner. Alors qu'est-ce que c'est un contrat de confiance? Peut-être qu'un contrat de franchise est un contrat de confiance. Le pauvre franchisé profane fait confiance au fournisseur qui détient le savoir-faire. Ça va être un débat on ne sait pas comment il va être tranché, mais en tout cas, c'est sûrement ce que feront valoir les franchisés. Alors, il y a d'autres débats. La doctrine est partagée. Elle dit par exemple, « Ah, mais l'obligation d'information générale, elle ne porte pas sur la valeur de la prestation. » Mais dans un contrat de franchise, la valeur de la prestation, c'est notamment le compte d'exploitation prévisionnel qui la donne. Donc, si ça ne porte pas sur la valeur de la prestation, je ne suis pas obligé de donner le compte d'exploitation prévisionnel. Il y a d'autres qui disent « Non, non, mais ça n'a rien à voir avec la valeur de la prestation. À la rigueur, le montant de la redevance, c'est la valeur de la prestation, mais pas le compte d'exploitation prévisionnel. » Vous voyez un peu le genre de débat qu'il peut y avoir en matière d'information précontractuelle. Donc, ça va être des débats passionnants entre avocats devant les tribunaux. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il est certain qu'il faut être plus vigilant en matière d'information précontractuelle. Il faut se ménager la preuve qu'on a informé son co-contractant. Et il faut se la ménager longtemps, parce que ces débats, ils n'arrivent pas le lendemain de la signature du contrat. Ils arrivent quand on se sépare. Cécile nous en parlera. Ça peut être 4 ans, peut-être même 5 ans après la signature du contrat, pendant une durée non prescrite. Et donc, il faudra prouver qu'on a donné l'information. Si on a donné un DIP, il faudra donner le DIP. On ne pourra pas dire « je l'ai donné, mais je ne sais plus ce qu'il y avait dedans. On l'a perdu, on ne l'a plus ». Non, non, il faudra prouver que le candidat l'a reçu. Alors, que font nos clients? Certains acceptent le risque, ne font rien. D'autres, parce qu'ils se disent « en plus, si on donne un document d'information, si jamais les informations qu'on donne ne sont pas justes, on va se faire attaquer ». D'autres disent, même si on n'est pas soumis à la loi Doubin au DIP, on va donner un DIP. On va faire quelque chose qui ressemble à la loi Doubin, un gros pack d'informations que personne ne lit de toute façon, et on envoie ça 20 jours avant la signature. Donc on trouve de tout.
Il faut simplement traiter le problème, il faut y réfléchir et il faut prendre des décisions pour faire face à ce challenge. Alors, ça c'était le premier problème, accès au réseau. Il y a vraiment une nouvelle donne. Gestion du réseau. Alors, qu'est-ce qui change? Alors, plein de choses. On ne va pas tout vous dire ce matin, on va seulement vous dire un peu les choses importantes. Le juge, aujourd'hui, est vraiment devenu, pour nous, une troisième partie au contrat. Vous n'êtes plus seul, vous n'êtes pas dans un contrat à deux, vous êtes à trois. Parce qu'il y a une troisième personne qui va regarder si ce que vous avez fait est bien, au titre de la bonne foi, de l'équité, etc., et de l'ordre public. On a quand même, dans notre pays, une augmentation des pesanteurs administratives qui est énorme et totalement déconnectée du réel. Et on a une protection insuffisante de la distribution sélective. Alors, le juge, troisième partie au contrat. Ah oui, tout à fait. On a écrit un article là-dessus. On peut le dire parce qu'il va vérifier si vous étiez de bonne foi lors de la formation du contrat. Donc là, c'est même un contrôle de l'intention de ce que vous aviez en tête. Il va vérifier si l'obligation d'information a été respectée. Il va vérifier s'il n'y a pas une erreur de droit. Il va vérifier s'il n'y a pas un abus de dépendance dans la formation du contrat, dans son exécution ou sa résiliation. Il va contrôler l'équilibre des clauses. Est-ce que les clauses sont équilibrées? Même pas, et même pas seulement les clauses, mais également les comportements. Il va vérifier éventuellement s'il ne faut pas réviser le contrat en cas d'imprévision. Il va contrôler éventuellement le prix qui a été fixé dans le contrat. Donc tout ça, ce sont les prérogatives du juge. Alors, quelques exemples pour vous montrer, on ne va pas revenir sur tout, mais pour vous montrer ce que ça change. L'abus de dépendance, par exemple. Dans le nouveau droit des contrats, dans un contrat de distribution notamment, le distributeur ou la partie faible peut faire valoir qu'elle a été victime d'un abus de dépendance de la part de son co-contractant et qu'elle n'aurait jamais contracté à ces conditions si elle n'avait pas été forcée de le faire, en raison de sa situation de dépendance. Alors, un exemple en matière de distribution récent, il y a une marque américaine qui a décidé, il y a quelques années, d'arrêter la distribution en Europe, parce que ce n'était plus intéressant, marque de voiture, de se concentrer sur le marché asiatique. Donc ces modèles ne seront plus vendus en Europe. Elle a résilié tous ses contrats de distribution en Europe avec un préavis de 2 ans. Mais continuer à assurer la production simplement pour le marché européen, production non rentable, perte de milliards de dollars, pendant 2 ans encore, c'était aggraver les pertes. Donc elle a dit, on pourrait essayer de raccourcir le préavis. Donc elle a proposé à tous ses distributeurs, je vous paye une indemnité si vous acceptez que le préavis soit réduit à 6 mois. Et je vous donne par exemple 300 000 € ou 400 000 € en échange de la réduction anticipée du préavis. Si vous acceptez tout de suite, c'est 400 000 €. Si vous acceptez dans 3 mois, c'est 300 000 €. Dans 2 mois, c'est 200 000 €. Dans 1 mois, c'est 100 000 €. Si vous n'acceptez pas dans X mois, c'est 0. Donc, à l'américaine, ça a très bien marché. 95% des distributeurs ont accepté le deal. Mais 5% ne l'ont pas accepté. Ils ont fait des procès. Et dans ces procès, ils ont gagné plus que 300 000 €, 400 000 €. Parce que la Cour d'appel de Paris a considéré que la marque n'avait pas correctement exécuté le préavis à la suite de quelques mois. Et donc, les distributeurs ont fait valoir qu'ils avaient droit à de la marge sur coût variable pour le préavis non correctement exécuté en fin de course. Quelques-uns des distributeurs qui avaient signé les transactions et empoché des indemnités transactionnelles de raccourcissement du préavis se sont dit ça serait peut-être plus intéressant de toucher, je ne sais pas, 900 000 € que 300 000. Donc, ont attaqué les transactions en disant mais abus de dépendance. J'ai été contraint de signer ces transactions parce que de toute façon, je ne pouvais pas continuer le contrat pendant le préavis, puisque maintenant, il est clair que le préavis n'a pas été exécuté. Donc, j'étais sous la menace d'une non-exécution du préavis, et donc en état de dépendance. Alors certes, j'ai signé la transaction avant le nouveau droit des contrats, mais
il faut s'inspirer du nouveau droit des contrats, et le nouveau droit des contrats, il ne fait que codifier la jurisprudence antérieure en cas d'abus de dépendance. Si j'ai signé sous l'empire d'un abus de dépendance et je n'aurais pas signé à défaut, le contrat est nul. Que pensez-vous que le tribunal de commerce de Paris a décidé? Il a pris sa décision le 1er octobre 2018 et il aurait pu décider dans un sens ou dans un autre. Il a considéré que le nouveau droit des contrats ne s'appliquait pas, et parce que c'était des transactions conclues avant le 1er octobre 2016. Et que par conséquent, avant le 1er octobre 2016, pour remettre en cause la validité d'une transaction dans un accord de distribution, il fallait être victime d'un abus de dépendance économique. La dépendance économique, c'est n'avoir aucune solution de rechange. Un concessionnaire automobile non exclusif peut changer de marque à tout moment, peut s'adjoindre de nouvelles marques. Donc le tribunal a considéré que ces gens étaient des commerçants avisés qui avaient préféré toucher 300 000 € tout de suite plutôt que de faire un procès compliqué, et que, par ailleurs, quelques mois après, ils avaient tous changé de marque. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas gagné autant d'argent que ce qu'ils auraient aimé, mais que les transactions étaient valables. Est-ce que la solution aurait été la même en cas d'abus de dépendance? Ce n'est pas évident, parce que la dépendance, ce n'est pas la dépendance économique. Voilà un exemple de ce qui peut se passer avec le nouveau droit. Contrôle renforcé du prix de vente au réseau. Dans un contrat de distribution en droit français, normalement, le fournisseur a le droit de dire qu'il vendra ses produits au prix tarif et qu'il a le droit de modifier le prix tarif en cours de contrat. Validé par 3 arrêts d'assemblée plénière de la Cour de cassation depuis 20 ans. On a le droit de le faire, mais on n'a pas le droit d'abuser. Si on abuse de sa liberté de fixation du prix, on doit des dommages et intérêts ou le distributeur peut résilier le contrat. Le nouveau droit des contrats, il rajoute des choses. Il nous dit qu'en plus, en cas de contestation, le fournisseur, ou celui qui fixe le prix, doit justifier de ce qu'il fait. Donc, alors ça change les choses, parce qu'avant, c'était le distributeur qui devait prouver qu'il y avait un abus dans la fixation du prix. Maintenant, c'est le fournisseur qui doit prouver que son changement de prix, ou son prix, est bien fondé. Et ça peut être contesté pendant 5 ans. Et donc ça veut dire qu'à tout moment, pendant 5 ans, le distributeur peut contester les hausses de prix. Donc, vous voyez, ça fait un nouveau problème dans le droit des contrats. Les clauses abusives. On a maintenant, depuis la loi LME, on a un contrôle des clauses abusives entre partenaires commerciaux. On n'a pas le droit de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des clauses créant un déséquilibre significatif dans les droits et les obligations des parties. On a maintenant aussi, depuis 2016, un contrôle des clauses abusives dans tous les contrats en droit civil. Dès lors que, dans un contrat d'adhésion, alors ça varie entre le 1er octobre 2016 et le 1er octobre 2018, ou après le 1er octobre 2018, le wording n'est pas le même. Mais en tout cas, on a un contrôle des clauses abusives entre professionnels de façon générale, et la majorité de la doctrine considère qu'on peut choisir entre les deux. Il y a aussi des opinions divergentes, mais qu'on peut choisir, si ça nous arrange, de choisir le code de commerce, article L442-6-1-2, ou le code civil. Et on peut choisir, par exemple, si on est dans le code de commerce, alors il faut être partenaire commercial. Donc si on est en entrée en relation, ça ne marche pas. Il faut être un vrai partenaire commercial. Il faut également qu'il y ait une soumission, donc qu'il n'y ait pas de négociation ou une négociation qui ne soit pas effective pour que ça joue, et il faut s'adresser à une juridiction spécialisée. Si on est en matière de code de commerce, on peut même remettre en cause le prix ou la composante du prix, et on peut se faire assister de la DGCCRF. Et la faculté de remise en cause du prix, elle a été validée maintenant par le Conseil constitutionnel, puisqu'il y avait une QPC, et depuis le 30 novembre 2018, ça a été validé par le Conseil constitutionnel. Donc, si vous êtes en code civil, en revanche, vous pouvez vous adresser à n'importe quelle juridiction,
vous voyez, vous pouvez faire un peu de forum shopping, c'est-à-dire que si vous voulez saisir le juge de Périgueux, vous prenez le code civil, si vous voulez saisir le juge de Paris, vous prenez L442-6. Alors, développement des pesanteurs administratives, quelques mots là-dessus. Bien entendu, en matière de contrat de distribution, nous avons la convention unique entre fournisseurs et distributeurs, avec des sanctions administratives depuis la loi Hamon, avec une doctrine administrative qui nous dit que normalement le prix dans la convention unique est intangible, donc qui va à l'encontre de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ça va s'aggraver avec la loi Egalim, enfin les ordonnances qui seront prises dans les 6 mois sur la loi Egalim, puisque dans la convention unique, entre fournisseurs et distributeurs, dès lors qu'il y a une négociation, eh bien, il faudra également mentionner le plan d'affaires et le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, sinon, on sera en infraction avec les règles de la convention unique. Et il faudra également indiquer les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties afin de déterminer le prix. Ça veut dire qu'il faut quasiment justifier toute réduction de prix par une contrepartie. Sinon, on contrevient aux règles sur la convention unique. On a également toujours un contrôle tatillon de la politique de prix des fournisseurs, puisque on a toujours un contrôle des prix imposés avec dans les relations fournisseurs-distributeurs, avec l'évolution là, la nouvelle donne en quelque sorte, c'est qu'on amène maintenant des enquêtes pénales en matière de restriction verticale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire des produits électriques, qui a été publiée par Mediapart, concernant Schneider, Legrand, les fournisseurs de produits électriques et les grossistes de produits électriques. Donc ouverture d'une enquête pénale avec perquisition pénale à la recherche simplement d'une restriction verticale de prix imposés, alors qu'en général, les enquêtes pénales, jusqu'à présent, ne concernaient que les ententes horizontales soupçonnées en matière de marché public. En droit européen, vous avez des décisions récentes de la Commission de condamnation de prix minimum imposés, avec le 111 millions d'euros d'amende, la plus lourde condamnation en matière de prix imposés depuis les années 2000. Quelques mots sur la protection qui nous paraît insuffisante de la distribution sélective. Alors, deux problèmes, c'est que on a un problème en matière de distribution sélective de lutte contre les revendeurs hors réseau. Et là, le problème qu'on a, c'est que ça devient de plus en plus difficile de lutter contre la revente hors réseau. Alors certes, le droit français proclame, même dans le Code de commerce, que la revente hors réseau au mépris d'un réseau sélectif exempté par catégorie ou autrement engage la responsabilité de son auteur. Donc on a une disposition spécifique qui nous permet d'agir. Le problème, c'est que si on la met en œuvre, on se heurte à beaucoup de problèmes. D'abord, il faut justifier de la licéité de son réseau. Et c'est jamais si simple, parce que si vous avez un contrat de 50 pages, dans 50 pages de clauses, votre adversaire peut toujours trouver quelques clauses peut-être un peu grises. Par ailleurs, vous pouvez essayer de vous en sortir en disant que vous avez moins de 30% de part de marché, mais le juge a beaucoup de mal à admettre que vous avez prouvé que vous avez moins de 30% de part de marché. Dans certains secteurs, vous avez des panels qui vous permettent de le prouver, mais il y a beaucoup de secteurs où il n'y a pas de statistiques. Donc, que vous avez du mal à prouver que votre réseau est exempté de plein droit. L'autre problème qu'on rencontre, c'est que, en général, pour lutter contre un revendeur hors réseau, il faut faire une mesure de saisie avec un huissier, avec la police, chez lui. Et naturellement, il ne faut pas l'avertir avant de débarquer chez lui. Donc il faut faire une mesure, il faut demander par requête non contradictoire à être autorisé à faire une perquisition privée chez lui, pour voir qui lui vend des produits couverts par la distribution sélective, pour pouvoir repérer les membres du réseau qui ne respectent pas leurs contrats. Alors, autrefois, c'était assez facile. On présentait une requête au juge, on disait, on mettait une phrase bateau dans la requête en disant il faut qu'on le fasse de façon non contradictoire, c'est justifié par le fait qu'il ne faut pas qu'il soit averti de la mesure. Cette phrase bateau ne suffit plus. La Cour de cassation casse régulièrement
il faut maintenant que dans la requête et l'ordonnance, il y ait une motivation particulière au cas d'espèce de pourquoi on a recours à une mesure non contradictoire. Et le problème, c'est que pour l'instant, les ordonnances ne sont pas rédigées comme ça. Les ordonnances type de tous les tribunaux de commerce, c'est des formulaires. Dans beaucoup de tribunaux de commerce, on ne peut même pas plaider sa requête. On dépose son dossier et le tribunal prend le modèle type du tribunal. Alors en plus, quand il prend le modèle type, il ne répond pas forcément à votre requête, et souvent ils vous en donnent plus, donc ultra petita. Vous voyez, donc un revendeur au réseau, en face d'une ordonnance comme ça, il a 6 ou 7 moyens juridiques de faire rétracter l'ordonnance. Et devant le juge de la rétractation, vous ne pouvez même pas dire « mais avec mon dossier, il y avait tout dans le dossier ». Non, non, il faut que l'ordonnance soit exacte, et sinon elle va être rétractée ou annulée en cause d'appel. Sur les ventes par Internet, alors il est toujours interdit d'interdire à ces distributeurs de vendre par Internet, ça n'a pas changé. Le grand changement, c'est les restrictions aux ventes sur les marketplaces. Alors, les ventes sur les marketplaces, c'est un débat qui montre combien ce droit est changeant. Puisqu'on est passé d'abord par une tolérance de l'interdiction des reventes sur les marketplaces. Ensuite, on est passé tout à fait à l'opposé à une interdiction totale des restrictions de vente des distributeurs sur les marketplaces, avec considéré comme une clause noire, une restriction par objet, quelque chose d'affreux, avec notamment l'arrêt Caudalie de 2016, ou la position allemande du Bundeskartellamt, absolument rigide contre toute restriction aux ventes sur les marketplaces. Ensuite, on est passé à un nouveau changement de cap, où la Commission, dans son rapport sur le commerce électronique, a dit « Non, non, les restrictions de vente sur le marketplace, ce n'est pas une restriction par objet, c'est simplement une restriction aux modalités de vente, donc ça peut parfaitement être exempté par catégorie. » La Cour de cassation a cassé l'arrêt Caudalie, et la Cour de justice, dans l'arrêt Coty, a considéré qu'une interdiction de vente sur les marketplaces était conforme aux règles de la distribution sélective. Problème, elle l'a dit en marquant 60 fois dans son arrêt que ça s'appliquait aux produits de luxe. Donc, est-ce que ça s'applique uniquement aux produits de luxe ou est-ce que ça s'applique hors produits de luxe? Donc, on a une jurisprudence post-Coty maintenant, en France, qui considère que ça s'applique également à tous les produits sélectifs. Arrêt Caudalie de la Cour d'appel de Paris de juillet 2018, qui est très, très bien rédigé, qui nous dit « Les produits Caudalie sont des produits cosmétiques de luxe, aucun problème, donc Coty s'applique. De toute façon, la jurisprudence Coty et les conditions de distribution s'appliquent à toutes sortes de produits dépassant le secteur du luxe dès lors que ces produits ont une allure, une image, des critères qualitatifs. D'ailleurs, la Commission l'a dit dans son commentaire de l'arrêt Coty. Et en tout état de cause, ce type de restriction n'est pas une restriction par objet ou une restriction caractérisée. Par conséquent, elle est exemptée de plein droit si vous avez moins de 30% de part de marché. Caudalie doit avoir 2% de part de marché, donc aucun problème. Donc ça, c'est le raisonnement de la Cour d'appel de Paris, extrêmement favorable à la distribution sélective. L'autorité de la concurrence, dans sa décision Steele du 24 octobre 2018, est allée dans le même sens. Elle nous dit que l'analyse opérée par la Cour de justice dans l'arrêt Coty paraît susceptible d'être étendue à d'autres types de produits que les produits de luxe, et la Cour de justice n'en a pas circonscrit l'application. On a quand même de la résistance en Europe, toujours en Allemagne. Le Bundeskartellamt a publié un communiqué dans lequel il dit que, pour lui, la jurisprudence Coty de la Cour de justice est limitée aux seuls produits de luxe et ne peut pas être transposée aux produits de haute qualité. Donc on a une position extrêmement rigide du Bundeskartellamt, et donc on a une divergence d'application en Europe de la jurisprudence Coty. Alors, là on a couvert quelques grands problèmes de conclusion du contrat, de vie du contrat. On va passer maintenant à la fin des relations, parce que les plus belles choses ont une fin.
Je passe la parole à Cécile. La fin des relations entre les parties, c'est toujours un moment de cristallisation des difficultés qu'elles ont pu rencontrer. La fin des relations, c'est une source de contentieux, ça l'a été hier, ça l'est aujourd'hui, ce sera demain. La nouvelle donne de la fin des ruptures, enfin de la fin des relations, c'est que maintenant les gens n'hésitent plus à profiter de ce moment-là pour utiliser toutes les armes que le législateur a mis dans leurs mains pour protéger la partie faible. Et vous avez de plus en plus de contentieux qui concernent non seulement la fin des relations, mais qui portent au-delà sur toute l'exécution des relations et la manière dont ça s'est passé. Alors, premier grief potentiel, ça a toujours existé. La partie qui est victime de la rupture va remettre en cause la décision de résiliation. De manière assez classique, on considérait qu'à partir du moment où un préavis avait été donné, la rupture était tout à fait licite. Et la limite classique dans ce domaine-là, c'était bien sûr l'abus de droit. C'est une jurisprudence qui peut paraître un peu ancienne, un peu dépassée maintenant qu'on a tout le droit de la rupture des relations commerciales, mais c'est quelque chose dont nous on sent que ça va revenir, cette problématique de l'abus de droit, notamment pour des distributeurs qui font des investissements très importants, dont des investissements immobiliers, parce que quand vous faites un investissement immobilier que vous amortissez sur 10 ans, 15 ans, c'est pas parce que 2 ans de préavis, même 2 ans de préavis, c'est pas assez. Donc nous, on pense qu'il va y avoir un renouveau du contentieux autour du fait j'ai donné de faux espoirs que la relation allait se poursuivre, je vous ai incité, je vous ai demandé de faire des investissements immobiliers. Et là-dessus, on pense qu'il faut être particulièrement vigilant dans les échanges que vos opérationnels peuvent avoir avec les distributeurs pour essayer de ne pas tomber dans l'écueil justement de ces faux espoirs et de l'abus de droit. Deuxième source de contentieux, c'est le caractère bien entendu brutal de la rupture. On connaît tous l'article L442.6.1.5 du Code de commerce, mais il faut aussi être conscient qu'on a maintenant dans le Code civil aussi des règles qui prévoient que quand on rompt un contrat à durée indéterminée, il faut respecter un préavis raisonnable. Donc même dans les cas où l'article L442.6.1.5 n'est pas applicable, pour les nouveaux contrats, on va avoir cette règle du Code civil qui va pouvoir être utilisée par les parties. Troisième source de contentieux, bien entendu, c'est le cas de la résiliation pour faute. Aussi bien le droit civil que l'article L442.6.1.5 permettent de ne pas respecter de préavis en cas de manquement contractuel. Et bien entendu, il y a toujours la tentation de la partie qui subit la rupture de contester cela. Et comme les gens supportent de moins en moins le principe même de la rupture, parce qu'on est quand même dans une société où les gens sont protégés, de plus en plus protégés, il y a une dernière source de contentieux qui arrive beaucoup, c'est vous m'avez résilié, vous avez respecté un préavis, mais vous n'avez pas expliqué pourquoi vous ne voulez plus de moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup en pratique. Jusqu'à présent, la jurisprudence est plutôt bonne. On n'a pas à motiver une décision de résiliation ordinaire qui est faite avec le respect d'un préavis suffisant. Il y a quelques domaines un petit peu atypiques, comme le domaine automobile, où pour des raisons un peu historiques, les contrats prévoient que la résiliation ordinaire doit préciser les motifs de la résiliation. Alors ça, c'est complètement dû à un règlement d'exemption spécifique au domaine automobile. La Commission voulait s'assurer que les constructeurs automobiles ne se mettent pas à résilier des concessionnaires parce qu'ils avaient fait des choses qui étaient pro-concurrentielles et pour des motifs anti-concurrentiels. Donc elle obligeait à mettre dans les contrats qu'on fournisse le motif de la résiliation. Et ça nous donne aussi un petit peu de l'application de ces dispositions contractuelles nous a quand même fourni de la bonne jurisprudence parce que la jurisprudence a réaffirmé que quand vous donnez un motif, peu importe qu'il ne soit pas exact, peu importe qu'il ne soit pas de nature
à justifier une résiliation extraordinaire, le juge considère qu'il n'a pas à contrôler le motif de la résiliation. Alors, bien entendu, sauf si vous êtes dans le secteur automobile, notre conseil, c'est toujours d'essayer d'éviter de motiver la décision de résiliation, parce que après vous ouvrez nécessairement la piste et la voie à un contrôle du juge. Mais il faut aussi, quand même, dans tous les cas, nous, c'est ce qu'on conseille à nos clients, quand il y a une décision de résiliation ordinaire qui est prise, se monter un dossier, dire pourquoi on a fait ça. Il y a toujours des raisons, il y a toujours des motifs. Et peut-être que les gens changent dans les entreprises, il y a du turnover. Donc on se fait une fiche, on se dit, bah voilà, objectivement, pour telle raison, voilà pourquoi on a pris la décision. Et ça, c'est quelque chose qui est important de faire en pratique. Alors la seconde source de contentieux, c'est bien entendu, c'est quelque chose qu'on ne rencontrait pas avant, mais qui est un petit peu nouveau, c'est qu'à l'occasion de la rupture des relations, la partie qui subit la rupture va ressortir, un petit peu comme dans un divorce qui se passe mal, tous ces griefs. Ça fait 10 ans que je subis des choses horribles. Et on a alors c'est très difficile pour les avocats et pour les juristes internes en entreprise, parce qu'on vous demande tout d'un coup des explications sur des choses qui sont passées il y a très très longtemps. On n'a plus les éléments, on n'a plus les informations. Joseph vous parlait de l'importance de réunir les informations sur la loi Doubin, mais ça vaut pour tout. Et donc on nous invoque souvent l'abus de dépendance, le défaut d'information précontractuelle, le fait que les objectifs soient trop élevés, puisque dans beaucoup de secteurs, les distributeurs ont des primes qui sont fondées sur des objectifs de vente, etc. etc. Il y a encore une nouvelle source de contentieux, c'est les gens n'arrivent toujours pas à supporter l'idée que le contrat puisse s'arrêter, c'est la demande de renouvellement du contrat. Bon, Joseph vous en a parlé tout à l'heure, on a quand même toute une série d'arguments assez intéressants de ce point de vue-là. Et la réforme du Code civil nous aide aussi, parce que maintenant il y a une disposition expresse dans le Code civil qui prévoit l'interdiction des contrats perpétuels. Et il y a aussi une disposition expresse dans le Code civil qui dit « nul ne peut exiger le renouvellement d'un contrat à durée déterminée ». Donc c'est quand même des choses qui sont intéressantes. Après, bien entendu, il faut, de ce point de vue-là, particulièrement bien réfléchir à la façon dont vous rédigez les clauses de renouvellement du contrat, renouvellement automatique ou pas. Ça, c'est des choses à voir, bien entendu, avec les opérationnels en fonction de ce qu'ils pensent être la meilleure façon de faire. Oui. Et alors, ce foisonnement, je dirais, de demandes, ça fait que les magistrats arrivent, et notamment les magistrats de la Cour d'appel de Paris, qui est la juridiction spécialisée, se retrouvent avec des conclusions qui font 100 pages, des demandes qui partent dans tous les sens, etc. Donc on a eu une jurisprudence assez intéressante. Je crois que les magistrats, on avait un peu assez de ces dossiers pharaoniques, et ils ont commencé à dire qu'en matière... Le principe de base de la responsabilité, c'est qu'on ne peut pas cumuler la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Et souvent, bon, les conclusions n'étaient pas vraiment bien faites des distributeurs qui étaient résiliés. On présentait un paquet de demandes, soit ça relevait de 442.6, soit ça relevait du droit des contrats. Et la Cour d'appel de Paris a renvoyé à la maison un certain nombre de ces distributeurs en disant toutes ces demandes sont irrecevables parce que vous ne dites pas ce qui relève de quoi, vous présentez des demandes sur les deux fondements, je n'en examine aucune. Bon, c'est pas une façon d'administrer la justice qui est très, très efficiente, je dirais. Bon, après, les avocats ont fait un petit peu plus attention, sont mis à hiérarchiser, à faire des subsidiaires. Et puis, on a quand même un arrêt de la Cour de cassation qui est venu nous dire, je suis d'accord avec la Cour d'appel de Paris, enfin, dans une certaine mesure, pour un même fait, pour des mêmes faits, on ne peut pas invoquer à la fois la responsabilité délictuelle, donc 442.6, et à la fois la responsabilité contractuelle, mais attention, d'un même fait peut découler des préjudices différents.
Et dans ce cas-là, le principe de non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle ne s'applique pas. Alors pour vous permettre de comprendre ce dossier-là, c'était quelqu'un qui a voulu participer à une foire. Donc il a rendu, ça faisait des années qu'il allait à cette foire, ça lui générait beaucoup de chiffre d'affaires, il prenait des commandes. Donc il remplit son bulletin de participation, il l'envoie à l'organisateur de la foire, mais visiblement c'était quelqu'un de pas très agréable. L'organisateur de la foire accepte le bon de commande, mais finit par ne pas lui donner de stand. Et la Cour d'appel de Paris dit je ne peux pas vous indemniser pour le manque à gagner lié à cette foire, la foire qui allait avoir lieu, ni même pour le manque à gagner que vous allez subir du fait que vous allez visiblement ne pas venir aux prochaines foires qui vont venir. Et la Cour de cassation, donc toutes les demandes ont été rejetées. Et ce que dit la Cour de cassation, c'est qu'il y avait un contrat qui était formé pour la foire de l'année en cours, il devait être exécuté, et en plus, il y a une décision de l'organisateur de ne pas, pour les années à venir, reprendre cette personne sur le salon. Et les deux préjudices sont indemnisables. Donc, c'était un petit moyen qu'avait trouvé la Cour d'appel de Paris pour essayer de juguler un petit peu toutes les demandes qui lui étaient présentées. Il n'a pas bien fonctionné. Par contre, il y a quand même un garde-fou qui est intéressant, c'est la prescription. Parce que vous savez que depuis la loi de juin 2008, la prescription entre commerçants, elle est passée de 10 à 5 ans. Donc c'était la prescription, pour nous juristes, c'était quelque chose qu'on voyait en première année de fac de droit, et puis après on n'en entendait plus jamais parler. Mais là, c'est redevenu quelque chose de vraiment intéressant, et c'est un moyen juridique qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus souvent dans les procès pour faire obstacle à toutes ces demandes qui concernent la vie du contrat et qui sont présentées en toute fin de contrat et sur lesquelles, bien souvent, on n'a même plus aucune information. Alors après, c'est pas quelque chose de forcément facile à appliquer, parce que c'est quoi le point de départ de la prescription? Le Code civil vous dit c'est le moment où la personne aurait dû connaître, et là j'ai un trou, les moments, Joseph, aidez-moi. Elle aurait dû connaître le fait de majeur, non? Le jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Alors c'est quoi ça exactement? Je pense qu'on se prépare des procès assez intéressants. Par exemple, un déséquilibre significatif. À la limite, on se dit c'est le jour de la conclusion du contrat. Parce que si c'est significatif, ça se voit dès le départ. C'est pas si évident que ça, vous voyez, parce que nous on a eu un procès avec Joseph sur du déséquilibre significatif. Et c'était au tribunal de grande instance, donc on a eu de la chance. Le tribunal a retenu la date de conclusion des contrats, mais ils ont quand même aussi retenu tout de suite que dès le lendemain de la signature du contrat, le partenaire avait écrit pour se plaindre. Donc ils ne se contentent pas de la date de signature du contrat. En tout cas, pour vos procès, pour vos litiges, c'est quelque chose auquel il faut vraiment toujours penser et se garder cet argument et l'avoir bien en tête. Alors, il y a une petite chose un petit peu ennuyeuse en droit français, c'est que quand vous reconnaissez avoir commis une faute, la prescription est interrompue. Donc si vous donnez une petite aide pour faire face à telle ou telle difficulté, la prescription va repartir. Donc ça, faut le savoir. Et on a aussi des plaideurs assez ingénieux. Ça, c'est pour des distributeurs qui sont des petites entreprises qui ont imaginé de se mettre en redressement judiciaire pour échapper à l'argument de la prescription. Et en disant que le représentant des créanciers représente l'intérêt collectif des créanciers, donc la prescription ne lui est pas opposable. Donc, c'est le représentant des créanciers qui agit contre l'entreprise et on ne peut pas lui opposer la prescription. Donc ça, c'est quand même assez inédit comme raisonnement. Ça rend les faits totalement imprescriptibles. Et puis surtout, c'est vraiment pas logique parce que
Si vous avez commis une faute il y a 15 ans, ce n'est pas les créanciers actuels de l'entreprise qui ont subi le préjudice en lien avec un lien de causalité avec cette faute. Donc ça, je pense que c'est une tendance qu'on observe nous, et je pense qu'on va avoir des décisions de jurisprudence assez intéressantes à cet égard. Donc compte tenu de cette tendance certaine à multiplier les procès, il faut bien quand même arriver à la conclusion qu'on est très peu, enfin les entreprises sont très peu et très mal protégées contre ces procès, et qu'il y a un renforcement du protectionnisme de la partie qui subit la rupture. Alors l'exemple auquel on pense tous, l'exemple évident bien entendu, c'est la rupture brutale d'une relation commerciale établie. La rupture brutale d'une relation commerciale établie, c'est vraiment symptomatique de l'insécurité juridique qui est attachée à tous ces nouveaux concepts. Parce que c'est quoi un préavis suffisant? Personne ne sait. Est-ce que c'est le préavis, est-ce que c'est ce qui est marqué dans le contrat? Jurisprudence nous dit non. Est-ce que c'est ce que disent les accords interprofessionnels? Parce qu'il y a des secteurs comme le secteur du jouet, du bricolage, où il y a des accords interprofessionnels qui fixent le préavis. Et là, la Cour de cassation adopte une position qui est contralégale, qui dit on se fiche de ce que disent les accords interprofessionnels. Le préavis, même s'il est inscrit, même si le préavis est respecté, et celui qui est prévu dans l'accord interprofessionnel, on s'en fiche. Donc voilà, on arrive à des préavis extrêmement longs et extrêmement difficiles à prédire. Alors nous, quand on est interrogé en tant qu'avocat, quand vous l'êtes en interne en tant que conseil d'entreprise, c'est un petit peu on essaie de deviner, mais c'est vraiment très très dur. On a en tête tous cette espèce d'équation jurisprudentielle, un mois d'ancienneté, un an d'ancienneté, un mois de préavis. Et on essaie de dire à nos opérationnels, bon, essayez quand même de respecter ça. On se dit qu'on ne va pas aller au-delà de 2 ans, 3 ans. S'il y a des secteurs où les gens sont en relation contractuelle depuis 30, 40, 50, voire plus années. Donc ça s'arrête tout, le préavis raisonnable, si on applique ça. Donc en tout cas, c'est à mon sens aussi ce droit de la rupture brutale, c'est un des aspects qui décourage les entreprises à opter pour le droit français, parce que c'est une source d'inefficience. On ne peut pas se débarrasser des partenaires qui ne sont plus efficaces, qui ne sont plus efficients, et on ne peut pas en faire entrer de nouveaux qui seraient plus efficaces et plus efficients. Et puis, c'est d'autant plus difficile que même si en théorie, la loi vous autorise à vous dispenser d'un préavis en cas de manquement à une obligation contractuelle, la jurisprudence est d'une exigence incroyable sur ce qui est une faute qui est susceptible de vous permettre de vous dispenser de respecter un préavis. Pour la jurisprudence, il faut une faute grave. C'est une interprétation qui est complètement contraire au texte. Ce n'est pas du tout ce que dit l'article 442-605. Et on en arrive à des situations où plus rien, ou quasiment plus rien, si ce n'est des impayés, sous réserve que ça représente vraiment des sommes très très conséquentes, ne justifie la fin des relations. On vous a mis quelques exemples de ce qui, pour la jurisprudence, ne constitue pas un manquement grave. Alors dans le premier exemple, la décision de la Cour d'appel de Paris de mai 2017, c'était un distributeur qui avait assigné son fournisseur en se plaignant d'une augmentation de tarifs et en disant que cette augmentation de tarifs constituait une rupture brutale d'une relation commerciale établie parce qu'elle n'avait pas été accompagnée d'un préavis. Bon, visiblement, ça s'est très très mal passé devant les tribunaux, ça a dû être un procès très tendu. Donc le fournisseur qui avait augmenté ses prix a décidé de résilier le contrat avec celui qu'il avait attaqué en justice. Et la Cour d'appel de Paris de dire que ce n'est pas un motif, le fait
qu'il y ait cette anonymosité entre les parties n'est pas un motif suffisant pour y mettre un terme, quelles que soient les choses que le distributeur ait dites devant la cour, et même s'il a perdu son procès. Il y a un autre exemple qui est un petit peu symptomatique, c'est aussi la clause, c'est les clauses d'objectif. Pour la Cour de cassation, le fait que vous ne réalisiez que 40 ou 65% de vos objectifs, au lieu de l'obligation à 80% prévue au contrat, et alors que le réseau réalise en moyenne 105% de ses objectifs, ce n'est pas un manquement grave à vos obligations contractuelles. On en arrive quand même à des solutions qui vont très très loin. Et cette jurisprudence, elle est assez constante de la part de la Cour de cassation. Les cours d'appel et les tribunaux de commerce sont un petit peu plus souples et un peu plus sensibles à la nécessité pour une marque de développer ses ventes dans des conditions raisonnables. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette jurisprudence? Est-ce que ça veut dire qu'on ne peut jamais résilier quelqu'un parce qu'il n'atteint pas ses objectifs? Non. Mais par contre, ce que vous dit la Cour de cassation, c'est que vous ne pouvez pas faire des clauses d'objectifs qui sont des clauses de résultat. Vous devez toujours concevoir vos clauses d'objectifs comme des obligations de moyens. Et si un jour vous devez résilier un distributeur pour non atteindre des objectifs, il faudra que vous réussissiez à démontrer qu'il n'a pas mis les moyens pour atteindre ces objectifs. Donc on aura la non-atteinte des objectifs approuvés et et le défaut de moyens qu'il faudra établir. Le droit de la rupture brutale, il a un effet paradoxal, c'est-à-dire qu'il ne protège pas les gens qu'il était censé protéger, il protège des gens qui n'ont pas besoin de protection. Alors, des gens qui avaient besoin de protection et pour lesquels cette réglementation a été adoptée, qui ne sont pas protégés. Un exemple manifeste, c'est celui de la grande distribution, parce qu'on a voulu protéger les fournisseurs de la grande distribution, mais la grande distribution a rapidement trouvé la parade. Elle organise des appels d'offres, notamment pour sélectionner ses fournisseurs. Et la jurisprudence majoritaire vous dit que quand vous organisez un appel d'offres, ça montre bien à votre partenaire qu'il n'y aura aucune garantie de continuité dans les relations. Donc les relations ne sont pas établies, les relations sont précaires. Donc bon, c'est une jurisprudence dominante, dans 90% des cas, c'est ce que les magistrats jugent. Il y a toujours quelques petites affaires où la solution est différente, où on va vous dire que même s'il y avait des appels d'offres, il peut y avoir une relation commerciale établie. Donc il faut quand même faire attention, mais c'est souvent des affaires assez particulières où il y en a une qui date de novembre 2018 qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris, où par exemple, alors que le service juridique avait envoyé les lettres prévenant qu'il y avait des appels d'offres, etc., le commercial envoyait des courriers en disant « Tiens, je vais te confier plein d'autres affaires. » Et puis « Tiens, regarde, voilà l'affiche pour être parmi nos fournisseurs référencés, tu vois, c'est super. » Donc, bon, il faut toujours faire attention à ce qui se passe à côté. Et comme je vous le disais, parfois le droit de la rupture brutale protège des gens qui n'ont pas besoin d'être protégés. Et alors ça, il y a une chose qui l'illustre assez bien, c'est ce qui se passe en matière de distribution de produits agricoles. Parce qu'en matière de distribution de produits agricoles, il y a un certain nombre de marques, mais il y a assez peu de distributeurs. Donc un distributeur qui perd son panneau classe ou tout ce que vous voulez, il n'aura aucune difficulté pour retrouver une autre marque. Donc il y a eu pas mal de procès dans le domaine de la distribution de produits agricoles qui ont été faits par des concessionnaires résiliés. Et ces concessionnaires, résiliation avec un préavis, c'est souvent des relations très très longues dans ce secteur-là, c'est 20-30 ans. Ils ont été résiliés avec un préavis 6 mois, 1 an, et puis ils font un procès en disant « j'ai besoin de 2 ans de préavis ». L'équation jurisprudentielle dont on parlait tout à l'heure. Et en défense, attendez, vous avez été résilié, d'accord, mais au bout de 2 mois, vous allez retrouver, vous êtes reconverti, vous allez retrouver un panneau.
c'est quand même pas normal de nous demander des dommages d'intérêt pour ça. Et la Cour de cassation vous dit que la reconversion éventuelle du partenaire est indifférente pour l'appréciation du préavis. Donc c'est pas parce que votre partenaire il s'est retrouvé quelque chose tout de suite après, et éventuellement quelque chose de plus rentable, que vous allez vous épargner d'avoir à lui payer des dommages d'intérêt. Donc on pourrait se dire, mais bon, même si ça n'impacte pas sur la durée du préavis, ça devrait au moins impacter sur les dommages d'intérêt, parce qu'il y a quand même, il faut un préjudice, et un préjudice qui sont en lien de causalité avec la faute. La Cour de cassation refuse ce raisonnement. Donc je pense qu'il faut quand même, dans vos procès, continuer à essayer de mettre en avant l'argument, parce que même si la Cour d'appel de Paris s'est inclinée, ils sont quand même c'est des gens de bon sens, donc ils sont assez sensibles à l'argument. Et puis, ce qu'il faut peut-être faire, au lieu de dire le préavis était suffisant parce qu'il s'est reconverti, c'est dire dans ce secteur qui est très 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 concurrentiel, les préavis sont plus courts parce qu'on peut passer facilement d'une marque à l'autre, et un préavis, et de fait, le fait qu'on ait réussi à se reconvertir est bien la preuve que dans ce secteur, les délais de préavis sont nécessairement plus courts. Donc on arrive à une situation assez problématique pour la rupture brutale, où on ne sait jamais trop ce qui va se passer. Et puis il y a des revirements de jurisprudence, aussi bien sur le fond que pour les lois de procédure, qui sont constants. Et pour nous, conseil externe, et pour les juristes internes, c'est assez difficile, parce que cette évolution constante rend délicate l'appréciation du risque pour les opérationnels. Alors le champ d'application varie. Parfois on vous dit que les associations sont dans l'article L442-615. Parfois on vous dit qu'elles le sont seulement si elles font des actes de commerce. Je vous l'ai dit, la jurisprudence est très variable en matière d'appel d'offres. La jurisprudence varie aussi en cas de cession de fonds de commerce, pour savoir si le repreneur d'un fonds de commerce reprend l'ancienneté des relations. La jurisprudence disait plutôt oui avant, mais maintenant elle soumet ça à certaines conditions, comme notamment le fait qu'il y ait une intention claire de poursuivre le contrat précédent. S'il y a eu il faut faire attention dans ces cas-là, si vous êtes celui qui subit la cession du contrat, à ne pas dire on continue aux conditions antérieures, à prendre les précautions qui s'imposent. Il y a aussi beaucoup de difficultés qui sont liées procédurales. Vous savez que, comme Joseph vous l'a rappelé tout à l'heure, il y a 8 tribunaux de commerce et tribunaux de grande instance qui sont spécialisés à la fois pour l'application du droit de la concurrence et du droit des pratiques restrictives de concurrence. Et seule la Cour d'appel de Paris est compétente pour connaître les décisions qu'ils rendent. Alors après, il y a eu des dizaines de procès pour savoir, maintenant c'est un petit peu clos, mais est-ce qu'on pouvait appliquer une clause attributive de compétence au droit de la rupture brutale. Au départ, on disait oui dans l'ordre international, non dans l'ordre interne. Maintenant, on vous dit qu'on peut faire application d'une clause attributive de juridiction pour des problématiques de pratiques restrictives et de droit de la concurrence, sous réserve que la clause soit suffisamment bien rédigée pour englober ce type de grief. Donc, double conseil, déjà pour le tribunal compétent, choisissez un des 8, si vous mettez des clauses attributives de compétence à des juridictions dans vos contrats, et rédigez la clause de manière suffisamment large pour que ça couvre la rupture brutale et tous les griefs possibles sur le fondement du droit de la concurrence, des pratiques restrictives, etc. Et puis on a encore eu d'autres problèmes sur le point de savoir si, quand il y a eu un mauvais tribunal qui a été saisi, est-ce que la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle il se trouve, est-ce qu'elle était compétente pour appliquer le droit de la concurrence et des pratiques restrictives?
Alors l'évolution a été complexe et difficile. Aujourd'hui, la solution elle est assez simple. Et ça, c'est un très très bon moyen pour clore les procès rapidement. C'est que la Cour de cassation vous dit, si au départ il y a eu saisine d'un mauvais tribunal, la Cour d'appel, dans le ressort de laquelle il se trouve, est compétente pour examiner l'appel de sa décision, mais elle doit d'office relever l'irrecevabilité des demandes présentées sur le fondement du droit de la concurrence et elle ne peut elle-même pas statuer dessus. Alors c'est quoi l'intérêt de ces règles qui peuvent paraître un peu byzantines? C'est un petit peu la prescription, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Parce qu'il y a un moment, si au départ la demande a été portée devant une juridiction qui était incompétente, le procès ça peut durer longtemps. Et une fois que l'erreur sera rectifiée, il sera trop tard. Et au-delà de ces péripéties procédurales, il y a quand même un autre point qui est vraiment source de difficulté, parce que quand on décide de se séparer d'un partenaire, on fait toujours un bilan coût-avantage et ça va me coûter combien si je résidie pas, si je résidie avec un préavis insuffisant. Et on essaie de faire le calcul de l'indemnité maximum qui pourrait être attribuée. Et là-dessus, non plus, on n'a pas de visibilité parce que alors la vieille jurisprudence se fondait sur la marge brute réalisée par le distributeur. Et maintenant, la chambre spécialisée de la Cour d'appel de Paris, la chambre 5, le pôle 5, chambre 4, vous parle de marge sur coût variable. Donc ça réduit quand même la base d'indemnisation. Mais il y a une autre chambre de la Cour d'appel de Paris qui applique encore une autre méthode. Donc c'est vrai que pour fournir à nos opérationnels des guidelines un petit peu clairs sur combien ça va me coûter, c'est compliqué. Et c'est compliqué en matière de distribution, vous avez le choix entre la marge brute, la marge semi-nette. Bon déjà, il y a des écarts, mais ils sont gérables. Et ce qui est très très difficile, c'est la prestation de service. Parce qu'en matière de prestation de service, vous avez de tout. Vous avez des décisions qui vous disent le préjudice c'est le chiffre d'affaires. Et là, c'est compliqué. Et il y a des décisions qui vous disent le préjudice c'est le bénéfice. Et il n'y a aucune unité dans ce domaine-là. Et les fiches préparées par la Cour d'appel de Paris sur l'évaluation du préjudice ne donnent aucune indication à ce sujet. Donc, vous l'aurez compris, nous on considère que le droit de la rupture des relations commerciales établies, c'est un droit qui est source d'inefficience. Et du coup, on a essayé au cabinet de se débarrasser un peu de ce problème-là en étant créatif. Et l'idée qu'on a eue, c'était de dire, est-ce que les dispositions de l'article L442-615 du Code de commerce ne sont pas contraires aux règlements d'exemption qui sont applicables en matière de concurrence? Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans le règlement 1/2003, donc qui est le règlement qui est compétence, on va dire, sur l'application des règles de concurrence, il y a une disposition qui dit que le droit national de la concurrence ne peut pas s'opposer à l'application d'un accord exempté. Donc la règle nationale de concurrence ne peut pas aboutir à l'interdiction d'un accord qui bénéficie d'une exemption communautaire. Il vous dit par contre, bon, c'est une réserve, c'est au cas où votre règle nationale elle poursuit un autre objectif. Et nous, dans le domaine automobile, on avait un règlement spécifique, qui était un règlement de droit de la concurrence, qui prévoyait quand même des préavis minimums pour les distributeurs, qui étaient de 2 ans, ou bien de 1 an en cas de réorganisation du réseau. Et on a des constructeurs qui ont fait une réorganisation du réseau, avec un préavis de 1 an, et on a dit, et le distributeur a dit c'est pas assez. Donc, ce qu'on a dit c'est, nous on a un accord qui est exempté, votre règle de l'article 442-615, elle ne peut pas faire obstacle à l'application d'un accord exempté. Alors, ça a plus ou moins bien marché. On a un petit peu réussi au départ,
Et puis après, la jurisprudence nous a dit non, ça ne marche pas, parce que dans le règlement, c'est des durées minimales, et puis vous savez, il y a toute cette jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui vous dit qu'un règlement d'exemption n'a pas d'effet prescriptif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé d'être conforme à un règlement d'exemption et vous pouvez faire vos accords un petit peu comme vous voulez. C'est de la vieille jurisprudence qui remonte à l'époque où tous les règlements d'exemption étaient très comme le règlement franchise. On listait quasiment toutes les clauses qui étaient possibles dans un contrat et on vous disait ça va, ça va pas, ça va si. Donc on ne retenait pas l'argument. Et puis, fondamentalement, je pense que l'argument qui a motivé la décision des juges, c'est de dire que le droit de la concurrence a un objectif différent de l'article L442-615 qui vise à protéger le droit de la concurrence. Ça protège les concurrents. 442-615, ça protège les intérêts d'une entreprise. Donc, moi, j'applique le règlement 2003 qui permet de l'application d'une règle nationale qui a un objectif différent. Alors nous, on veut bien admettre le raisonnement, mais on a un petit problème de logique. Parce que vous savez que l'article 442.6 du Code de commerce prévoit la possibilité pour le ministre d'intervenir au lieu et place des victimes. Et il y a des avocats qui ont essayé de dire que c'était pas normal, que c'était contraire au principe nul ne plaide par procureur. Et la Cour de cassation a dit il n'y a aucun problème parce que 442.6 c'est destiné à protéger la concurrence et le marché. Donc nous on considère qu'en tout cas qu'il est complètement illogique de dire que 442.6 a pour objet de protéger la concurrence et de nous dire qu'une clause contractuelle qui prévoit un préavis qui est exempté, on pourrait paralyser son application en ce qu'elle définit un préavis de tant de mois en invoquant une règle qui a, selon la Cour de cassation, le même objectif que l'article 442.6.1.5. Donc tout ça, c'est un petit peu complexe, mais on ne désespère pas. Ah oui, alors le coût prohibitif de l'agent commercial, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont recours à des agents commerciaux. Alors, juste une chose à savoir pour ceux qui n'ont pas recours à des agents commerciaux, et qui appartiennent à des grands groupes, c'est que à l'origine, il y a eu une directive européenne qui était censée harmoniser les droits des différents États membres. Sauf que la réalité, c'est qu'elle n'a pas du tout harmonisé les droits des différents États membres. Elle a fait des solutions à tiroir. Et du coup, chaque pays, enfin les grands pays, la France d'un côté, l'Allemagne de l'autre, a retrouvé ce qui était déjà dans sa législation. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si votre tête de groupe, c'est une société allemande, elle ne va pas avoir peur d'avoir recours à des agents commerciaux, parce que la façon dont on calcule l'indemnité de rupture, c'est pas du tout la même en Allemagne qu'en France. Je vais faire un raccourci. Hein. En Allemagne, ça coûte pas si cher que ça, alors qu'en France, c'est complètement prohibitif. Donc, gardez ça, en tout cas, pour vos relations à l'international, bien en tête. Le droit des agents commerciaux, c'est pas parce qu'il est unifié qu'il l'est vraiment. Et en droit français, le Code de commerce nous dit qu'il faut indemniser le préjudice subi. La jurisprudence nous dit, de manière quasiment constante, le préjudice subi, c'est 2 ans de commission. Et c'est une jurisprudence contre laquelle, qui est d'application quasiment mécanique, on ne peut rien faire, et qui vient un petit peu de s'aggraver, parce que compte tenu de l'ampleur des dommages et intérêts, alors que ce n'est pas du tout prévu par le Code de commerce, alors que ce n'est pas du tout prévu par la directive, les juges admettaient que les fournisseurs mettent dans leur contrat des périodes d'essai pour l'agent, 3 mois, 6 mois, 9 mois, et que s'il y avait rupture pendant la période d'essai, il n'y avait pas d'indemnité. C'était admis en jurisprudence. C'était assez raisonnable comme solution, parce que si vous faites 3 mois en période d'essai
et que on vous dit c'est 2 ans de commission, alors même si vous n'avez pas fait grand-chose pendant la période d'essai, bon, ça va quand même assez loin. Et la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision il y a quelques mois, disant que cette interprétation française était, admettant la période d'essai, était contraire à la directive. Alors pas le fait de prévoir une période d'essai, mais le fait de prévoir que quand on rompt pendant la période d'essai, il n'y a pas d'indemnité. Dernière chose à mentionner, c'est les problématiques de passif social. Ça, c'est la mauvaise surprise souvent pour le repreneur de l'activité du distributeur, qui va être obligé de reprendre l'ensemble des salariés de son prédécesseur. Bon, quand on fait une reprise de fonds de commerce, quand on fait une reprise de société, on s'y attend, c'est pas une surprise, mais par contre, ça peut l'être quand vous ne reprenez aucun élément d'actif de votre prédécesseur, si ce n'est l'usage de la marque et l'usage du panonceau. Et pourtant, la jurisprudence, notamment en matière de distribution exclusive, vous dit que quand vous avez une exclusivité territoriale, vous reprenez la représentation de la marque sur ce territoire, vous devez reprendre les salariés de votre ancien distributeur. C'est une solution qui est maintenant assez bien implantée, assez classique, on ne peut rien y faire. En distribution sélective, c'est un petit peu plus discuté. Est-ce qu'il y a transfert des salariés? La question se pose uniquement quand il n'y a pas de reprise d'entreprise en même temps. C'est plus discutable, mais c'est vrai qu'il y a un risque. À partir du moment où vous faites de la quantitative, qui serait définie en fonction d'une zone de chalandise ou s'il y a des zones de chalandise dans votre contrat. En tout cas, en tant que fournisseur, normalement, vous êtes à l'abri de ça, sauf si vous avez des succursales qui reprennent l'activité de votre ancien distributeur sur le secteur. Alors, nous, on trouve déjà que la coupe est déjà bien pleine et que certaines réformes qui sont envisagées ou demandées par des distributeurs qui viendraient encore augmenter le protectionnisme dont ils bénéficient sont assez peu opportunes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine automobile ici. Il y a une demande récurrente des professionnels de l'automobile d'avoir un statut à part où ils auraient droit de céder librement leurs affaires, leurs contrats, où ils auraient droit systématiquement à une indemnité de fin de contrat sur les modèles qui existent à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui, à notre sens, va beaucoup trop loin, parce qu'en France, on a quand même une espèce d'équilibre qui se fait, où soit vous avez un préavis long, vous n'avez pas d'indemnité, c'est le cas des distributeurs, soit vous avez un préavis court, c'est les agents, c'est 3 mois, mais vous avez indemnité. Et ce que demandent les distributeurs automobiles, c'est d'avoir le tout ensemble, le préavis long, plus l'indemnité, plus le droit de céder son contrat, même si normalement les contrats ne sont pas cessibles. Donc c'est quand même des solutions qui créent des barrières à l'entrée dans le réseau et qui rigidifient les structures, qui pour nous ne sont pas opportunes. Et on pense que, en plus, l'exemple étranger, c'est un mauvais exemple, parce que, par exemple, en Allemagne, vous avez la jurisprudence reconnaît des indemnités de fin de contrat, mais elles sont soumises à des conditions et elles sont calculées sous le modèle des agents, et ce n'est pas du tout la même chose que le droit français. L'abus de dépendance économique, Joseph vous en a parlé tout à l'heure. Maintenant, l'abus de dépendance économique est entré dans le Code civil en tant que vice du consentement, mais c'est un peu l'abus de dépendance économique, c'est vraiment la marotte du législateur français. Ça vient, ça revient sous plein de formes différentes. Actuellement, on a toujours dans le Code de commerce, à l'instar de l'abus de position dominante, une incrimination de l'abus de position de dépendance. C'est une incrimination qui n'est jamais appliquée en pratique. Parce qu'il y a 4 conditions qui ont été définies pour que soit sanctionné un abus de dépendance. Il faut que la marque soit renommée, il faut que la personne
qui se dit dépendante réalise une part substantielle de son chiffre d'affaires avec l'entreprise dont elle serait dépendante. Il faut que cette entreprise ait des parts de marché élevées et il faut que la personne qui se dit en état de dépendance n'ait pas de solution alternative. Bon, autant vous dire que ça n'a jamais marché, d'autant qu'en plus, il faut, pour que l'article L422, alinéa 2 du Code de commerce s'applique, il faut démontrer un effet sur le marché. Donc, quand a été saisi des regroupements à l'achat dans le secteur de la grande distribution, l'autorité de la concurrence a dit, était assez impuissante en fait, hein, c'est un constat d'impuissance qu'elle a fait, et elle a dit, moi, si vous voulez que je puisse intervenir, il faut notamment que vous assouplissiez la définition de l'abus de dépendance. Et il y a effectivement une proposition de loi qui a été déposée, c'était sous l'ancien gouvernement, et qui a été acceptée par la Commission des affaires économiques. Bon, elle est un peu en stand-by maintenant, mais elle existe. Et on va vous dire que maintenant, il pourrait y avoir abus de dépendance lorsque d'une part, la rupture des relations risque de compromettre le maintien de l'activité, et d'autre part, il n'y a pas de solution de remplacement susceptible d'être mise en œuvre dans un délai raisonnable. Donc vous voyez, c'est des conditions qui sont un petit peu plus assouplies, et en plus, alors c'est pas repris dans la proposition de loi, mais c'était dans la proposition de l'autorité. L'autorité vous dit, la condition d'atteinte à la concurrence, on va dire une atteinte à la structure, à la concurrence à court ou moyen terme, pour essayer d'être un petit peu plus souple sur cette condition-là. Alors, on ne sait pas si cette énième loi destinée à appréhender les comportements de la grande distribution va fonctionner, mais c'est vrai que c'est une disposition que, si elle était adoptée, pourrait être opposée à un très très grand nombre de fournisseurs avec les effets collatéraux qu'on connaît bien dans ce domaine-là. Je vais laisser Joseph conclure. Bon, alors une petite conclusion. Ce qu'on pense peut-être comme conseils finaux, c'est que il ne faut pas que vous laissiez le futur droit de la distribution se faire sans vous, parce qu'il est en train de se faire. Il se fait à Paris et à Bruxelles. À Paris, c'est la DGCCRF avec les ordonnances Egalim, donc c'est tout le titre 4 du livre 4 du Code de commerce qui va être réformé. L'ordonnance n'est pas encore rédigée, vous pouvez influer sur sa rédaction, il va y avoir une consultation par la DGCCRF sur le texte de L442-6, on ne sait pas comment ça va être organisé, mais comme il y a à peu près 25 dispositions dans ce titre 4 du livre 4, il y en a certaines qui vous concernent peut-être, donc si vous êtes, par exemple, si vous êtes victime de pratiques par lesquelles on vous demande, si vous voulez postuler à une consultation, à un règlement préalable à la passation de commande sans aucun engagement de volume, il faut vous manifester parce que peut-être que ça va disparaître ou peut-être qu'on va le soumettre au fait d'être partenaire commercial. Oui. Donc, il y a 25 cas comme ça. Donc, vous risquez fort d'être dans l'un des cas, soit de vouloir la suppression de la disposition, soit son maintien. Donc, il faut se manifester. Même chose, il faut se manifester auprès de la Commission sur sa roadmap, puisque il y aura la consultation au premier trimestre 2019. Donc, le fait de savoir si vous avez envie que si vous avez un réseau de distribution, que vos distributeurs disposent toujours d'un magasin physique ou pas, il faut le faire savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire non, il ne faut plus de magasin physique, c'est plus nécessaire. Donc il faut participer à tous ces débats, naturellement militer pour la compétitivité, l'efficience du droit français, ça il faut le faire, et c'est un droit aussi, ce droit à la distribution, on le répète à chacune de nos interventions, c'est qu'il faut aussi militer pour que les juristes aient une place plus importante dans les entreprises, et notamment dans les comités de direction des entreprises, dans les décisions. Il faut à tout prix qu'elles soient prises en amont avec les juristes, préparées avec les juristes, et pas qu'on arrête de dire nos juristes ou nos avocats mettront en forme ce que nous avons mis 6 mois à négocier, c'est beaucoup trop tard. Voilà ce qu'on voulait vous dire en guise de conclusion. Merci.